En fait, j'ai fait précéder ma présentation sur les différents consensus, parce qu'en fait, on verra qu'on distingue un peu ce qu'on appelle consensus de ce qu'on appelle recommandation. Mais donc ce dont on va parler dans un instant, c'est-à-dire les consensus aux recommandations, je les ai fait précéder par quelques diapos pour vous rappeler un petit peu la démarche qu'on a entreprise au niveau de la SFD avec les collègues de l'ensemble de la francophonie pour essayer de créer, je dirais, un lien, certes médical, scientifique, mais pour ce qui me concerne, et je crois que ça c'est vraiment important, c'est d'abord un lien humain, un lien de communauté. C'est possible, moi j'y crois depuis des années. C'était déjà dans l'état d'esprit de ce qui s'appelait avant l'Alphédiam, vous savez peut-être pour les plus anciens que ça s'appelait ainsi, c'est-à-dire l'Association de langue française d'études du diabète et des maladies métaboliques. Aux grandes dames de mes illustres prédécesseurs, les professeurs par exemple, les professeurs belges, les français, Slama, etc. On m'avait un peu tiré les oreilles quand j'ai voulu changer le nom pour que ça s'appelle, lors de ma présidence, la Société francophone du diabète, que ce soit très clair, que c'était une société francophone, pas de langue française comme ça, ce qui veut dire la même chose, mais il y avait une affirmation très très forte d'internationalisation de ce qu'on a en commun, de ce qu'on peut partager. Donc en fait, on a à partir de là renforcé les choses. Et voilà quelques actions qu'on a pu entreprendre depuis maintenant plusieurs années, une dizaine en tout. Oui, merci, c'est gentil. Oui, parce que je vais boire de l'eau maintenant, parce que je n'ai pas fait que ça juste avant. Et donc, les relations, ça a été d'une part des sessions de congrès communs ou de moments de congrès dans le congrès, parce que, évidemment, quand vous avez votre congrès, vous avez des choses qui vous sont propres, des communications orales, un programme scientifique, un programme médical, toutes sortes de choses qui vous appartiennent, et il n'est pas question que la société SFD confonde votre congrès avec un congrès uniquement de la SFD. Par contre, c'est vrai qu'il y avait besoin de créer un certain nombre de choses communes. La première chose qui a été créée, c'est dans le temps, cette année c'était la 12e édition du congrès d'Oran que nous organisons, le professeur Belhadj et moi-même, qui a reçu le label SFD. C'est d'ailleurs le seul congrès hors congrès annuel de la SFD, qui généralement se passe en France ou éventuellement en Belgique ou en Suisse. C'est le seul congrès qui a ce label. Le programme est soumis d'ailleurs au conseil scientifique de la SFD. Et c'est un congrès qui a une belle tenue et qui a le grand mérite aussi de réunir des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, des personnes qui viennent du Maghreb. Cette année, j'ai fait la connaissance de Madame Inde Iraki et on a tout de suite accroché pour se dire qu'il fallait faire plus. Et on avait déjà précédemment, avec votre président, déjà lancé cette idée de faire une session SFD pendant votre congrès, comme on le fait aussi à la société tunisienne, la Stediam. Donc ça fait 2 ans que nous le faisons à la Stediam, ces jours-ci la 2e édition et cette fois-ci à la Smediam. Nous avons organisé aussi cette année une formation qui s'est montée très rapidement avec beaucoup d'aide provenant de vos sociétés savantes, et je reconnais qu'on a été très très aidé par la société marocaine de diabète, sur une formation de méthodologie, c'est-à-dire de manière à ce que les jeunes médecins en formation et déjà formés puissent acquérir des techniques de maîtrise, de méthodes pour fabriquer des études épidémiologiques dont vous avez terriblement besoin, bien entendu. On en a tous besoin, vous aussi. Et moi-même, étant éditeur d'un journal de la francophonie, je m'aperçois qu'on a besoin de ces données, que parfois elles ne sont pas encore à la hauteur non pas de la qualité qu'on attend des uns et des autres, mais surtout
d'avoir la portée pour avoir véritablement la possibilité de dépasser des études faites dans tel ou tel hôpital ou dans telle ou telle région. Il faut que ces études soient vraiment des études épidémiologiques. Et puis de faire de la recherche clinique aussi, parce que c'est tout à fait fondamental d'avoir une recherche clinique nationale, régionale. Et c'est pour ça que nous avons monté cette première réunion qui s'est déroulée le jour de départ de ce congrès avec une quinzaine de jeunes médecins, dont des médecins marocains. Je crois que les retours, m'a dit Inde et d'autres m'ont dit que les retours étaient plutôt favorables. Ça s'est passé dans une atmosphère et une ambiance extrêmement sympathique, semble-t-il. Moi, j'ai assisté un peu à la matinée, mais comme j'avais autre chose à faire, donc je les ai laissés ensuite travailler ensemble, bien sûr. Et les retours de part et d'autre, des conférencières, puis c'était 2 personnes de Montpellier et du groupe maghrébin, ont été positifs. Il y a actuellement une autre étude qui est en cours, qui justement, puisque vous en parliez hier pendant votre réunion sur les rétinographes portables en Afrique, qui est réalisée entre le Sénégal, le Congo et un 3e pays, je crois, qui est tout à fait intéressant, parce que vous l'avez évoqué hier vous-même, c'est une chose qui a besoin d'être développée. Il y a un groupe qui s'appelle DIFOOT. Là, c'est pas la SFD, c'est simplement un partenariat entre un groupe. Je crois que vous avez eu des formations déjà l'année dernière ici. Il y a eu en particulier Christiane Van Acker est venue avec d'autres personnes et on continue cette collaboration. Et puis il y a le masterclass dont on a parlé un tout petit peu hier, dont je dirais un petit mot un peu plus. Donc ces médecins qui sont venus à cette formation étaient une douzaine. Les 2 animatrices étaient Annick Fonbonne et Florence Galtier. Et donc il y a eu une très très forte participation et une aide substantielle, énergique des professeurs Lassani, Semrouni et Abid à cette occasion-là. On a eu un bon coup de main aussi de l'équipe de Colloquium, me le rappelait Inde, avec des gens très 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 ouverts, très dynamiques, et ainsi que notre ami Bernard Baudusseau que vous connaissez. Alors le masterclass, un petit mot sur le masterclass. Vous savez peut-être déjà, si vous les suivez pour certains et certaines d'entre vous, que ce sont des conférences qui ont pour but... Alors, masterclass, ça veut dire maîtrise, ça veut dire... c'est pas le soin primaire, c'est pas la formation de base en diabéto, c'est la formation, disons, de spécialistes, donc des conférences qui sont des conférences qui sont réalisées par des experts dans leur domaine. Moi, je disais à mes collègues, et l'un d'eux, un des premiers à avoir participé, ça sera à vous dans un petit moment tout à l'heure, c'était le professeur Étienne Larger. Chacun est venu parler dans le domaine qu'il connaît particulièrement. Et je leur disais toujours, vous n'aurez pas un grand effort à faire parce que ce diaporama, vous l'avez. Vous faites ces conférences un peu partout. Et il suffit simplement de l'adapter en termes de timing et peut-être un peu plus long, un peu plus court selon les occasions. Et donc, nous avons commencé en fait en janvier 2017. Donc on a eu 17 conférences, mais je crois un peu plus même maintenant. Ce qui est très intéressant, c'est que les chiffres nous ont un peu laissé pantois. Donc c'est le 3e jeudi du mois, je crois, avec une heure qui est la même pour tout le monde, avec un débit qui permet, y compris dans des recoins reculés en Afrique subsaharienne, de pouvoir suivre. Donc on a une aide technologique de l'hôpital cantonal de Genève, un système qui s'appelle le système RAFT, qui nous permet, et donc tout ça sous l'égide, bien sûr, de la SFD, mais d'abord de l'UNFM, c'est-à-dire l'Université numérique mondiale francophone, qui est quelque chose qui rayonne dans tous les domaines, aussi bien littéraires, sciences politiques, etc. Et en médecine, dans toutes les disciplines. Il y a des formations en pédiatrie, en maladies infectieuses, etc. Mais nous, on a voulu monter un petit peu le niveau pour ce qui concerne le diabète. On a démarré il y a 2 ans. Et je dois remercier très sincèrement des personnes comme Étienne Larger, par exemple, qui était très actif et qui, je crois, a fait même 2 conférences, si ma mémoire est bonne. En tous les cas, qui était candidat, qui m'a dit tout de suite, je veux bien le refaire. Et c'est diffusé en direct, ça a été enregistré, c'est diffusé en direct, mais par contre, on peut interagir pendant la session avec les conférenciers qui sont en ligne au téléphone. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui nous a tous beaucoup surpris, c'est le fait qu'on avait 71 pays maintenant qui sont, pas tous en même temps, mais à un moment ou à un autre connectés, et au minimum, il y a un mois environ, 2409 personnes identifiées, sachant que c'est sûrement plus, puisque pas mal se connectent avec un identifiant, mais qu'il peut y avoir 5-6 personnes. Ou d'autres qui étaient inscrites aux formations, d'autres personnes qui étaient inscrites aux formations antérieures, qui n'étaient pas encore le master,
mais la formation antérieure. Donc en fait, on ne sait pas très bien. Certains disent qu'on doit être 3000, 3500 personnes. Moi, je trouve que c'est très sympathique d'imaginer que tous ensemble, nous soyons en ligne et que ce n'est pas que les universités anglaises ou américaines ou australiennes qui font ça. C'était pour ça que je le fais. Moi, j'ai toujours défendu le niveau de bonnes revues en anglais, puisque j'avais poussé à transformer Diabète et Métabolisme en une revue, puisque je l'ai dirigée un certain temps en anglais, mais j'ai tout de suite après voulu créer le journal en français, et qu'on ait quelque chose de partagé. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup. Je dois tirer un chapeau au docteur Lynn Klenbrel, qui est une femme incroyablement dynamique et qui coordonne tout ça. Je rappelle d'ailleurs que tous les intervenants, aussi bien ceux qui font des conférences que ceux qui coordonnent avec moi et avec d'autres, tous sont bénévoles. Tous sont bénévoles. C'est une action totalement bénévole qui d'ailleurs, comme je l'ai fait remarquer à la SFD, qui apprécie beaucoup, qui ne coûte strictement rien à la SFD non plus. Et vous voyez un certain nombre des premiers orateurs, professeur Pascal Ferré, professeur Jean Girard, Bruno Vergès, quelqu'un que vous ne pouvez pas ne pas connaître ici, qui est Louis Monnier, qui vous salue bien, parce que je l'ai eu au téléphone hier, et vous savez qu'il a eu quelques soucis, mais il va revenir, je pense. Eugène Sopny, qui est donc quelqu'un du Cameroun, le docteur Anne Van Berg, qui est à Lille, qui est une grande spécialiste de diabète et grossesse, et puis le professeur Étienne Larger, que j'ai déjà cité. Les dernières conférences qui ont eu lieu, qui ont été données en particulier sur l'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie, qui a été assurée par le professeur, Michael Joubert, qui est un Français, mais l'autre a été donné ensuite sur le pronostic de l'insuffisance cardiaque dans le diabète par le docteur Mouna Gourine, qui est une de mes protégées, qui est à Oran et qui a fait une superbe conférence. Voilà. Et on a donc, vous voyez, des noms qui sont dans les tuyaux, comme on dit, Lise Bordier, Sylvie Feldman, Paul Valency, Inès Ruchali, qui est en Tunisie, Maïmouna Mbaye au Sénégal, Ariane Sultan à Montpellier. Voilà. Donc c'est une coordination dans laquelle le journal que je dirige est aussi impliqué, puisqu'en fait on essaie de faire en sorte que qu'on retrouve dans le journal le rationnel, au moins en partie, de ces conférences. Voilà. Donc ça, c'était pour parler simplement, rappeler un petit peu la raison pour laquelle on fait un certain nombre de choses tous ensemble. Je dois dire que ça a créé un lien supplémentaire entre nous tous. Et là, il y a une semaine, j'étais à Marseille au congrès de la SFD où il y avait à peu près tous ces pays étaient représentés. On n'a pas l'impression que ce sont des collègues lointains qui se rencontrent, mais des copains, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement sympathique. Tout le monde se fait la bise. Il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, il y a la Tunisie, etc. On se retrouve un peu en famille. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est qu'on soit dans des relations qui soient de l'ordre de l'émotionnel, de la qualité, mais aussi sincèrement, profondément amicales et sentimentales. Je pense qu'on n'y arrive pas trop mal en ce moment. Et en tous les cas, c'est ce que j'aimerais qu'on continue à poursuivre. Et pour le master, je dois vraiment sincèrement remercier mes collègues français qui, au début, ne savaient pas trop ce qui se passait. Aujourd'hui, viennent nous demander est-ce que tu veux que je fasse une autre conférence, etc. Et ça, je trouve, c'est vraiment très, très sympathique. Et on cherche d'ailleurs des orateurs des deux côtés de la Méditerranée. Hein. Vous avez vu que j'ai essayé de faire en sorte que ça ne soit pas descendant. Parce que moi, la France-Afrique, ça m'est totalement étranger, comme vous l'avez compris, j'imagine. Ni les ressassements du passé. Voilà. Alors, les nouveaux statements de l'ADA. Alors, l'ADA, vous savez que c'est l'Association américaine du diabète. Comme la SFD, hein, c'est pas une société francophone de diabétologie, mais du diabète. C'est intéressant. Le diabète, c'est pas que les diabétologues, hein, c'est tout, voilà, et les patients. Et l'ADA, c'est pareil, American Diabetes Association. C'est aussi, en fait, exactement, c'est pour ça que je n'ai pas développé plus, aussi ce que a posé l'interface entre les Européens, on appelle ça le ASD, vous le savez probablement, et l'ADA. Il y a un statement entre les deux, un consensus, statement de consensus. Donc j'ai pas voulu doubler, parce que sinon c'était vraiment vous rabâcher des diapos inutilement. Voilà, bon, j'ai des conflits d'intérêts, mais là j'en ai vraiment aucun, c'était juste une diapo résiduelle. Alors si on regarde ce qu'était en 2012 la recommandation, là on n'est pas sur une prise de position, c'est la recommandation. Parce que chaque pays peut dire, moi je recommande ça prioritairement, parce que je veux privilégier telle ou telle stratégie. En France, c'était très clair, c'était pas caché, le but c'était de réduire les dépenses de santé.
Parce que les dépenses de santé concernant le diabète, actuellement en France, c'est au moins 11% des dépenses de santé. C'est-à-dire 20 milliards d'euros en France chaque année. Voilà. On est autour de 178 à 180 milliards de dépenses de santé en France annuellement, et le diabète pèse pour un peu plus de 10% là-dedans. Donc l'idée, c'était de réduire les dépenses de santé, ce qui fait qu'on ne va pas rentrer dans le détail, ça n'a pas un grand intérêt. Ils ont énormément favorisé, si vous voulez, le fait de mettre en avant donc, la metformine, les sulfamides et les insulines, si possible, type NPH ou prémix. C'est vrai que ces recommandations, pour un pays qui a d'autres moyens que ça, ont été perçues d'une façon, je dirais, relativement nuancée. Le fait d'avoir quand même maintenu et les DPP4, les gliptines et les GLP1 dans la stratégie, c'est quand même un fait. Elles y sont, ces molécules. Mais c'est vrai qu'elles étaient mises dans des positions qui étaient peut-être pas totalement suffisamment développées. Mais c'est vrai quand même, d'un autre côté, qu'il faut quand même reconnaître que, vous savez, il y a une expression qui dit la santé, comment on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà, c'est une expression qu'il faut quand même qu'on garde toujours tous à l'esprit. Et on disait aussi, le médecin signe une ordonnance comme on signe un chèque. Sauf que c'est pas sur son compte que c'est débité. Donc quand on prescrit quelque chose, il faut quand même avoir aussi la certitude que soit la personne peut payer, en France personne ne paye, tout le monde est à 100% pour les maladies chroniques, mais aussi que c'est pertinent pour pas que ça coûte trop cher non plus, parce que peut-être que d'autres alternatives moins coûteuses feraient peut-être aussi bien. Voilà. Donc il y avait des recommandations qui ont été un peu critiquées, mais bon, voilà. Après, si on reprend maintenant, on rentre dans le vif du sujet en quelques slides, quelques diapos. L'ADA, en 2016, alors j'ai mis des croix parce que c'est les molécules dont on ne dispose plus en France, c'est-à-dire les TZD, les glitazones. En fait, disait, vous commencez en haut par la metformine, il y a une flèche jaune, vous continuez en associant soit les sulfamides, soit les TZD, soit les DPP4, soit les GLP1, soit l'insuline. Et puis après, quand vous avez dépassé la bithérapie parce que vous n'êtes toujours pas aux objectifs pour un patient donné, vous faites de l'empilement, en quelque sorte. C'est vraiment une sorte d'addition d'antidiabétiques oraux, avec cependant un élargissement récemment qui a été le fait qu'il y a eu en plus les SGLT2, mais là vous n'avez pas besoin, vous avez déjà écouté l'exposé clair et savant de Madame Iraki, donc vous savez que ça existe. Enfin, vous avez la chance de les avoir. Nous, on les aura peut-être jamais, d'ailleurs, c'est possible. Mais blocage. Mais ça avait ajouté on avait ajouté dans ce statement en 2017 la possibilité d'associer les SGLT2 dès la bithérapie, voire la trithérapie. Alors la chose qui a été ajoutée, c'est ce qu'on a appelé l'individualisation, ça vous connaissez, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, il fallait individualiser les objectifs glycémiques, c'est-à-dire pas un prêt-à-porter en quelque sorte d'hémoglobine glyquée pour tous, mais des objectifs ciblés en fonction de l'espérance de vie, en fonction des fragilités, en fonction de la capacité d'un patient à gérer un traitement plus ou moins complexe, évidemment du risque d'hypoglycémie, des antécédents cardiovasculaires, rénaux, donc les comorbidités, voire des ressources. Donc à gauche, c'était les objectifs plus stricts, qui faisait qu'on se retrouvait chez des patients plus jeunes, motivés, à moindre risque, etc. Et on pouvait descendre en dessous de 7%, cet objectif d'HbA1c, et puis elle pouvait, cette hémoglobine glyquée, monter à 8,5, peut-être 9, peu le recommande, lorsque le patient, en particulier, a une espérance de vie assez courte et que finalement on lui complique plus la vie qu'autre chose. Il y a des situations qui correspondent à cela. Voilà où on en était, grosso modo, en 2018. Alors en 2019, il y a un pas a été franchi. Là, vous voyez, si vous voulez récupérer ça, ce standard care, c'est totalement ouvert, c'est gratuit, ça se récupère sur le site de la revue Diabetes Care. Alors, le standard care, il y a quelque chose sur le diabète de type 1. Mais sincèrement, entre nous, on n'est pas là pour parler de ça tout de suite, parce que le type 1, c'est tout à fait une autre histoire. Et je pense que ça doit rester, ça devra rester une affaire de diabétologue. Je pense que la médecine générale a assez à faire à s'occuper au mieux de toutes les maladies, y compris chroniques, y compris le type 2, pour laisser, je pense, aux diabétologues experts la possibilité de faire pour le mieux. Donc on va surtout parler du diabète de type 2.
Donc ce statement rappelle, diapo pour ceux qui ont vu ma conférence hier, qu'en fait on dispose aujourd'hui d'une grande panoplie à la fois de molécules en noir, si on prend en haut encadrer les agonistes du récepteur du GLP1, on descend à l'inverse des aiguilles d'une montre vers les DPP4, les SGLT2, les plus anciens évidemment les sulfamides et les biguanides bien sûr, les glitazones, mais vous ne les avez pas et nous non plus. Et puis ça rappelle aussi, c'est ça qui est important, c'est sur quelles études finalement se sont appuyés ces experts pour aboutir aux conclusions que je vais vous montrer dans un instant. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à partir de 2008, il y a eu une prise de position de la FDA, vous connaissez la FDA, donc c'est-à-dire l'instance régulatrice nord-américaine, américaine tout court, d'ailleurs USA, qui a dit, à la suite des doutes qu'il y avait sur une glitazone qui était la rosiglitazone, à la suite d'une sorte de bombe qui est apparue d'un coup dans le New England en 2008, qui a été quelque chose, d'ailleurs une étude contredite depuis, qui avait accablé littéralement la rosiglitazone, disant que la rosiglitazone, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait Avandia, pour ceux qui se souviennent de ça. Avandia a été accusé non seulement de ne pas être neutre sur le plan cardiovasculaire chez le diabétique, mais même d'aggraver le risque cardiovasculaire chez le diabétique. Une molécule qui ne s'en est jamais remise, même si cette étude a été contredite dans sa méthodologie, et même si cette étude a été ensuite suivie d'autres études qui n'ont pas retrouvé ces résultats. Néanmoins, d'une part, la rosiglitazone est morte, il reste quand même une glitazone, la pioglitazone, Actos, qui se porte moyennement bien un peu partout dans le monde. La moyenne des ventes, grosso modo, dans le monde, c'est autour de 6%, 6 à 7% du marché. Il faut dire que les glitazones sont irremplaçables chez certains patients. Elles rendaient des services formidables dans les insulinorésistances majeures, chose qu'aucune autre molécule n'a su faire depuis. Mais qu'est-ce qui c'est la deuxième conséquence? C'est qu'à partir de là, la FDA a dit à partir de maintenant, il n'y a plus un antidiabétique, même s'il fait bien baisser la glycémie, qui peut se passer d'avoir un certificat d'orthodoxie vis-à-vis du système cardiovasculaire. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'avoir des molécules qui font d'un côté baisser la glycémie, mais qui peut-être font de l'autre côté augmenter le risque cardiovasculaire. Or, le risque cardiovasculaire reste quand même la première cause de mortalité des diabétiques. Et donc, à partir de là, il y a vraiment des oukases qui ont été posées, très clairement, un cadre très très précis. Il ne faut pas, grosso modo, parce qu'il y a une marge d'erreur, que ces molécules, soit elles doivent être neutres, soit elles peuvent être éventuellement bénéfiques, soit éventuellement elles peuvent être un petit peu péjoratives, mais jusqu'à 1,3, c'est-à-dire 30% d'augmentation du risque cardiovasculaire, parce que ça a été considéré, si vous voulez, comme une marge d'erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation, c'est limite. Voilà. Donc les molécules devaient s'inscrire entre moins de risque, neutre, voire maximum cela. Et à partir de là, et à ce moment-là, elles pouvaient avoir un feu vert. Alors, il y avait des études, ce qu'on appelle des essais randomisés, phase 2, phase 3, sur lesquels étaient jugées ces molécules, et la plupart des grands laboratoires qui sortaient des nouvelles molécules ont lancé des grandes études pour vérifier qu'ils étaient bien dans les clous de la FDA. Alors, vous voyez que, en particulier, vous savez que les DPP4, les gliptines, Januvia, par exemple, Onglyza, ont sorti ces études et ont montré une neutralité. Alors, sur Onglyza, il y a des petits doutes sur l'insuffisance cardiaque qui n'ont jamais été clarifiés. Mais pour ce qui concerne le MACE, je ne sais pas si vous connaissez le MACE, c'est-à-dire les événements cardiovasculaires majeurs qui sont définis clairement par la FDA, eh bien, sur le MACE, à proprement parler, il y avait une neutralité de tous les DPP4, enfin, principalement de deux que vous connaissez comme moi, Onglyza et Januvia. Alors que Novartis n'a jamais fait d'études, mais c'est ainsi, c'est lié probablement au fait que Novartis ne voulait pas toucher le marché américain et qu'ils se sont éloignés du diabète, enfin c'est une autre histoire. Après, il y a eu les GLP1, les premiers, le Byetta, vous vous souvenez, Byetta, il y a eu aussi le Lixizénatide de Sanofi. Là encore, on était sur des études de neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amélioration, il n'y avait pas de bénéfice. Je fais une parenthèse quand même, je rappelle que c'est des études qui devaient
montrer que dans le bras où il y avait le médicament testé et dans le bras où il n'était pas testé, hein, d'accord, le bras placebo, mais il y avait des médicaments quand même dans le bras placebo, on ne laissait pas les gens sans traitement, il fallait que les glycémies, les hémoglobines glyquées soient aussi proches que l'une de possible de l'autre. Parce que sinon, on ne pouvait plus distinguer l'effet glycémique de l'effet molécule. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est des études qui ont été construites ainsi. Et donc, ces études avec les premiers GLP-1 ont montré aussi une neutralité. Il n'y a pas eu d'effet dans un sens ou dans l'autre. Et puis, il y a eu des études qui sont arrivées, et c'est surtout quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que d'une part, il y a eu des études avec les SGLT2, dont vous a parlé tout à l'heure, et puis il y a eu des études avec les GLP-1, c'est-à-dire leader Sustain 6. Donc il y avait d'un côté Ampareg et ce qui a suivi, et de l'autre côté. Et c'est là-dessus que les Américains, et les Européens d'ailleurs, ont dit « Ah ben, attention, c'est nouveau, maintenant on a un bénéfice propre de ces molécules. » Pas par la glycémie, clairement. Hein. Il n'y a pas d'effet glycémique, c'est bien un effet propre. Et donc à partir de là, ça a modifié les recommandations, on va le voir, en tous les cas, les prises de position. Alors la prise de position, la voilà. Alors vous imaginez bien que si je vous la lance comme ça, surtout en phase postprandiale de digestion, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre un café, ça ne va pas faire. Hein, c'est un peu quand même beaucoup. Alors je l'ai découpé en petits morceaux. Cette prise de position distingue les diabètes de type 2 qui ont aucune complication établie, soit cardiovasculaire, soit rénale, soit au contraire, des patients qui ont déjà connu, on a connu chez eux, démontré, par exemple, prévention cardiovasculaire secondaire, clairement, un post-infarctus, insuffisance cardiaque, AVC, etc., ou rénale. Et là, je dirais que sur le plan rénal, c'est peut-être un peu moins clair, à mon avis, même si les études sont fort intéressantes. Donc, avec ou sans. Alors, je vous ai montré déjà cette diapo ici, hier. Si on regarde sans maladie cardiovasculaire, on regarde la partie droite de l'écran avec des cases en bleu en dessous, vous voyez quoi? Vous voyez que finalement, on l'a dit hier, mais on le redit rapidement, là, on s'intéresse à l'efficacité glycémique des molécules. On ne peut pas savoir si c'est bénéfique ou pas sur le plan cardiovasculaire et rénal. Et vous retrouvez bien sûr quelque chose qu'on a évoqué déjà hier, c'est-à-dire quel est le but principal? Est-ce que c'est les hypos, de les éviter, de faire perdre du poids, de limiter les dépenses de santé? Et à gauche, vous avez au contraire les patients ayant une maladie cardiovasculaire ou rénale établie, pour lesquels on va voir qu'il y a deux catégories. Alors je reviens maintenant d'abord sur les trois catégories où il n'y a pas de maladie cardiovasculaire ou rénale connue. Et vous avez, premièrement, objectif prioritaire, éviter les hypos. Et là, les experts qui, de bon sens, comme vous, auraient fait la même chose, peu importe si on les a ou pas, les molécules, hein, mais savent que si on donne un IDPP4, il n'y a pas d'hypo. Les gliptines, ça ne donne pas d'hypo. Savent que les GLP-1, sauf exception, on n'a quasiment jamais d'hypo et pratiquement pas d'hypo sévère. C'est une décrite sur 10 000 personnes, mais c'est quelque chose... J'entends quand ce n'est pas associé à de l'insuline ou un sulfamide, hein, bien entendu. Les SGLT2, pareil, pas d'hypo, et les thiazolidinedione, pas d'hypo. Si j'ai mis en rouge, c'est parce que pour la France, j'ai mis en rouge parce qu'on ne les a pas. Si ensuite l'objectif prioritaire, c'est plutôt la perte de poids, à ce moment-là, on favorisera les GLP1 et les SGLT2. Parce que ce qui est quand même assez étonné, c'est que si on a de plus fortes pertes de poids sous GLP1 chez certains patients, parfois spectaculaires, par contre, la moyenne des pertes de poids n'est pas supérieure à celle qu'on a avec les SGLT2. Donc les SGLT2 ont à la fois aussi l'avantage de ne pas donner d'hypo et de faire perdre du poids, et bien sûr avec un degré d'abaissement de la glycémie qui n'est pas au même niveau que ce que peut obtenir un GLP1. Enfin, si l'objectif prioritaire c'est de limiter les coûts, et ça, dans beaucoup de pays, c'est la question qui se pose. Ici, chez vous, ça se pose en Algérie, ça se pose en Tunisie, mais ça se pose beaucoup en France aussi. À ce moment-là, on vous dit, servez-vous après la metformine, puisque tout ça est après la metformine, hein, c'est une bithérapie. Servez-vous plutôt des sulfamides ou servez-vous plutôt des thiazolidinedione si vous les avez, car dans la plupart des pays, les TZD sont génériqués maintenant. Voilà. Alors, les hypos, on en a parlé hier, hein, on favorise, si on ne veut pas avoir d'hypo, la metformine, les SGLT2, les GLP1, les DPP4, voire les les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Vous savez que c'est une classe qui n'a pas énormément marché, comme on dit dans le commerce,
pour une raison qui est d'abord la tolérance digestive, surtout, d'une part, quand elle est associée à la metformine, cette classe, parce que c'est vraiment difficile, et surtout dans les pays où on mange beaucoup de fibres et beaucoup de glucides. C'est l'inconfort. Bon, ceci étant, ça ne donne pas d'hypo. Et les médicaments qui entraînent des hypos, vous les connaissez, on ne va pas y revenir. Perte de poids, on vient de l'évoquer, hein, c'est GLP-1, SGLT2 et metformine un peu, la metformine discrètement. Voilà. Pour ce qui concerne les coûts, là, on en a parlé un petit peu hier, ça dépend des pays. Bon, je peux vous dire qu'en France, la sitagliptine, par exemple, par mois, c'est moins d'€1 par jour, c'est-à-dire qu'on est autour de 29 €. Je crois que chez vous ici, c'est 32, 33, quelque chose comme ça. Hein, oui, voilà. Regardez les prix aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit hier, mais franchement, moi, ça me laisse pantois. La sitagliptine dans cette 100 mg par jour coûte $413 par mois aux États-Unis. Franchement, avec 17 millions de diabétiques, dont beaucoup de gens très modestes, je ne sais pas quels sont leurs principes de solidarité. Moi, je racontais hier, je crois, à Inde, que quand je discutais de solidarité avec un grand diabétologue, il m'a dit « mais tu es communiste ». Je dis « non, c'est que les gens puissent se soigner tous ». Enfin, même si j'étais communiste, après tout, c'est pas une tare, mais toujours est-il que c'est pas la peine d'être communiste pour penser qu'il faut soigner le plus grand nombre de personnes. Et là, avec $400 par mois la sitagliptine, sincèrement, c'est pas possible. Alors, du coup, ils se sont dit, il faut favoriser les sulfamides. Pareil pour les insulines lentes, il vaut mieux donner de la NPH, quoi qu'elle soit infiniment plus chère que ici ou en France. Et pour ce qui concerne les GLP-1, là, aux États-Unis, vous avez des coûts mensuels qui dépassent les $800. C'est quand même assez considérable, vous vous rendez compte. Bon, voilà. Si en plus, quand vous faites une hémoglobine glyquée, elle vous coûte $80 et que c'est pas remboursé, vous imaginez un peu comment on peut soigner des gens modestes ou simplement de la classe moyenne. C'est fou, c'est fou. En France, on n'en est pas là. Voilà. Alors pour ce qui concerne ensuite maintenant les choix, quand il y a une maladie cardiovasculaire ou rénale, alors là c'est le petit schéma pas très simple, mais en gros, hein, si vous regardez en haut, c'est diabète plus maladie en haut de la presque pyramide. Hein, bon, c'est maladie cardiovasculaire chez un diabétique établi. À droite, il y a quand même, et je le rappelle, mais il n'y a pas les études, je rappelle Leader, Sustensis, principalement Harmony, hein, une autre étude qui a été faite avec un autre GLP-1, peut-être, puisqu'aujourd'hui je ne suis plus dans un Sympolili, je peux m'exprimer plus librement, l'étude avec le dulaglutide Rewind, qui n'est pas publiée, mais dont les premiers résultats seraient très favorables. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'étude Rewind, c'est que ce n'est pas de la prévention secondaire. Majoritairement, c'est de la prévention primaire à 60%. Donc, ça voudrait dire que même en prévention primaire, il y aurait peut-être des choses intéressantes avec le dulaglutide. À voir, ça, on le saura en juin prochain. Donc, ces études ont montré quoi? Ont montré que certains de ces GLP-1, certains, pas tous, avaient un bénéfice cardiovasculaire, principalement sur la maladie athéromateuse, principalement en prévention secondaire. Clairement, voilà ce que ça dit. Et puis de l'autre côté, les SGLT2. Alors les SGLT2, là par contre, vous voyez qu'en prévention primaire, il y a quelques arguments dans l'étude faite avec la dapagliflozine. Comment elle s'appelle? Forxiga, c'est ça? Voilà. La dapagliflozine, l'étude Dickler-Timi 58, qui comprend une bonne partie de prévention primaire, montre une tendance à l'amélioration du MACE, le fameux MACE. Par contre, ce qui est commun aux 3 SGLT2, la canagliflozine, l'empagliflozine et la dapagliflozine, ce qui est commun, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est réduite, ainsi que la mortalité globale, d'une façon qui est de l'ordre de 38%, grosso modo, ce qui est tout à fait considérable quand même pour une étude. Alors c'est 38% en risque relatif, hein. C'est pas en risque absolu, faire attention toujours. Et c'est 38% de baisse des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Nous pensions qu'avec un dossier pareil, finalement, la France finirait par trouver que ça valait vraiment la peine, ne serait-ce qu'en termes économiques, parce que si on réduit de 38% les hospitalisations pour cette insuffisance cardiaque, peut-être que même seulement un comptable, simplement, répondrait « ouais, c'est peut-être pas mal, ça ». Non, apparemment non, c'est un blocage, une sorte de bras de fer auquel, sincèrement, j'étais au repas hier soir avec mon ami Étienne Larger, qui, comme moi, dit mais ça n'arrivera jamais, cette classe, et on ne saura jamais pourquoi. Voilà, on ne sait pas, il y a un blocage, voilà. Et vous voyez que l'insuffisance cardiaque, quand même, il y a des études en cours aujourd'hui. Si vous descendez dans le bleu, un peu plus bleu, et vous regardez à droite, vous voyez qu'il y a des études maintenant qui sont faites dans l'insuffisance cardiaque hors diabète.
Il y a des études comme DAPA-HF, Heart Failure, Deliver, Emperor, etc. Emperor, c'est de l'empagliflozine, hein, vous voyez, c'est toujours des jeux de mots, évidemment. Eh bien, il y a des études faites dans l'insuffisance cardiaque. Mais ce qu'il y a de nouveau aussi dans l'insuffisance, c'est la maladie rénale. Et dans l'étude en particulier, dans l'étude DAPA, c'est-à-dire l'étude de Dickler, il y a eu une amélioration de la vitesse de dégradation de la fonction rénale dans cette étude. Et c'est là que je vous dirais le petit bémol que j'ai, non pas que ça ne m'intéresse pas ou que j'y crois pas, parce que je ne suis pas un assez grand savant pour contredire tous mes collègues. Je suis un peu parano, mais pas à ce point-là, et un peu, pardon, pas parano, mais mégalo, voilà, c'est le terme que je cherchais, mais un peu parano peut-être aussi, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais toujours est-il que j'ai quand même des petits doutes, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, alors l'étude leader, ben voilà, on a eu le MACE, c'est très amélioré. Alors ce que je trouve compliqué, entre leader, vous voyez, et sustain, c'est sustain 6, c'est l'étude de l'autre, le sémaglutide, c'est-à-dire le retard, hein, l'hebdomadaire de Novo, qui est une molécule fort intéressante, mais ce qui est un peu compliqué, c'est que dans le MACE, ça n'affecte pas les mêmes complications. Alors d'un côté, vous avez une amélioration sur la mortalité totale, sur le MACE par ce côté-là, mortalité cardiovasculaire. De l'autre côté, vous avez surtout sur les AVC avec le sémaglutide. Alors moi, dans un Symponovo, j'avais dit qu'il faudra choisir quelle maladie cardiovasculaire il faudra prévenir. Ça n'est plus si simple que ça, à mon avis. Mais enfin bon, ça c'est ouvert pour le débat. Si on regarde les études portant sur les SGLT2, actuellement, la plus grosse, c'est l'étude qui est tout à fait à droite d'Eclairtimi, mais vous voyez qu'on est quand même sur plus de 30 000 patients déjà là-dedans. Et vous voyez que si vous descendez en dessous de Ampareg, vous verrez que 100% étaient en prévention cardiovasculaire secondaire, 65% au milieu dans Canvas et seulement 40% dans Dickler. Vous voyez, donc c'est des malades plus ou moins graves. Mais par contre, pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, ils n'étaient pas nombreux à être connus comme ayant une insuffisance cardiaque, puisqu'ils en ont 10 et 14% seulement. En revanche, même chez ceux qui n'étaient pas connus pour avoir une insuffisance cardiaque, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que ceux qui en ont décompensé après en ont beaucoup moins fait d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y a probablement un gisement d'insuffisance cardiaque mal connu dans le diabète de type 2 qui est en cours d'exploration. Et à partir de 60 ans et beaucoup plus tard ensuite, y compris et largement chez les femmes, dont le pronostic d'insuffisance cardiaque est plus mauvais que celui des hommes, et diabétiques en particulier, il est probable qu'au moins 20% de ces patients sont insuffisants cardiaques. Et je dois dire que sincèrement, la diabétologie s'est pas beaucoup penchée là-dessus pour l'instant, mais avec les cardios qui s'intéressent beaucoup à cette classe et au diabète aujourd'hui, je pense qu'on va avancer pas mal. Voilà. Pour ce qui concerne on va avancer. Pour ce qui concerne protéger le rein, ben les seules molécules qui semblent avoir vraiment montré quelque chose, c'est les SGLT2, avec cet effet de ralentissement de la dégradation de la fonction rénale. Par contre, sur la protéinurie, les choses sont moins claires. En particulier, il y a certaines études avec les GLP1 qui montrent des choses positives. C'est assez confus, si vous voulez. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de néphro dans sa vie. Je dois dire que j'y perds, non pas mon latin dans les mécanismes par lesquels ça marcherait, mais par la réalité des résultats. Qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé? Moi, je ne sais pas toujours. Parce que des points d'impact, il y en a plein. Vous voyez, il y a eu un papier là récemment qui faisait la liste des points d'impact des SGLT. Regarde, en haut à gauche, hein, les SGLT2 peuvent avoir un effet au niveau de l'action sur l'insuline, d'action sur le NO. On peut avoir des effets sur l'endothéline, on peut avoir des effets sur la rénine. On a aussi des effets importants, par exemple des SGLT2 sur le flux. La tension là, qui s'exerce sur le glomérule, un effet de stretching, vous savez, qui s'exerce sur le glomérule. Il y a plein de choses tout à fait passionnantes qui sont décrites. Donc il y a sûrement un vrai gisement, hein, littéralement, de possibilités d'action des deux classes thérapeutiques. Pour l'instant, un peu plus démontré quand même sur les SGLT2. Et donc voilà la reco qu'ils ont sorti après tout ça. Eh bien, maladie cardiovasculaire établie, d'abord les GLP1, voire sinon les SGLT2. Si c'est à droite, insuffisance cardiaque ou maladie rénale, plutôt SGLT2, voire GLP1. Voilà. Je vous laisse faire les photos, comme ça vous avez le temps. Mais c'est normal. Moi, je fais des photos dans les congrès, moi aussi. Ça m'aide. C'est fait ?
Oui, non? Bon, allez. Alors pour les injectables, alors voilà les injectables, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que là on rentre dans un débat, je préfère qu'on en discute peut-être globalement parce que les injectables c'est en particulier le débat prémix, pas prémix, NPH, etc. Et là je rends les armes, quand j'écoute Inde, Iraqi en général, elle me bat à plat de couture là-dessus, donc j'ai rendu les armes depuis longtemps sur ce sujet-là. Bon. Donc je plaisante un peu. En gros, moi ce qui m'étonne un peu, mais c'est vrai que pendant très très longtemps, quand on était en échec des antidiabétiques oraux, des comprimés, vous le faites ça sûrement aussi d'ailleurs, on mettait de l'insuline. Voilà, on mettait de l'insuline. Bon, aujourd'hui, cette prise de position dit prioritairement mettez un GLP-1 quand les comprimés ne suffisent plus. C'est ça qui est dit. Vous voyez en haut à gauche, vous voyez, j'ai extrait pour que vous y voyez clair. Considérez l'initiation d'abord, prioritairement, par un GLP-1. Pour les patients qui sont déjà sous GLP-1, on peut avoir, et ou déjà insuline éventuellement, on peut même mettre des associations fixes. Vous savez que actuellement, par exemple, Novo a une association fixe d'Egludec et liraglutide. Voilà, qui s'appelle Xultophy, c'est ça? C'est ça, Xultophy, je crois. Voilà. Là où moi je suis un petit peu circonspect, je vous donne mon point de vue, là, cette fois-ci, de désaccord. Je suis un petit peu pas tout à fait d'accord pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu une étude qui a été communiquée à la SFD qui a beaucoup mis en doute cela. Ils se sont rendus compte en particulier que, les auteurs ont montré en particulier que les gens étaient un peu coincés parce que quand vous montez l'insuline, vous montez le GLP-1. Mais par contre, des fois, vous n'avez pas assez d'insuline et surtout, dans pas mal de cas, vous n'avez pas assez de GLP-1. Quand les gens de type 2 ont, je sais pas moi, les 20 unités de Degludec, parce que ça suffit, du coup, ils ont 0,8 mg de liraglutide et c'est pas suffisant. Donc, c'est pas si simple à manier que ça. Voilà. En gros, c'est 1,8, c'est le maximum. C'est 50 unités de Degludec. Vous voyez, donc il faut monter à 50 unités de Degludec pour avoir le liraglutide à 1,8. Donc, une petite étude qui a été menée, mais fort intéressante, qui a été communiquée à la SFD, dans un atelier débat fort sympathique où on s'est lâché, on a pu poser des questions et critiquer, ils ont reconnu que c'était quand même un petit problème. Voilà. Alors, si on est au-dessus des objectifs avec de l'insuline, du GLP-1 ou associé des deux, il est clair qu'il faut savoir arrêter le GLP-1. Et ça, c'est le grand problème en France actuellement, c'est que beaucoup de patients restent sous GLP-1, même si ça n'a pas vraiment marché. Alors, est-ce que si on laisse un GLP-1 et qu'on passe à l'insuline, est-ce que c'est une erreur absolument? Il y a des patients qui répondent bien à l'insuline mieux si on a laissé le GLP-1, mais il y en a pas mal, non. Mais la question, c'est comment savoir? Donc en fait, la reco de la SFD, qui a beaucoup de bon sens à ce niveau, c'est arrêter le GLP-1, mettez de l'insuline et remettez éventuellement le GLP-1 pour voir quelle est la part propre de ce GLP-1 sur le contrôle glycémique. Je crois qu'il faut arrêter l'empilement. Il faut savoir enlever des médicaments. On a des patients chez nous en France qui ont des tonnes qui avaient beaucoup trop de comprimés à la fois et qui gardaient du GLP-1 et qui gardaient l'insuline. Et au fond, d'abord le patient, il croule sous les médicaments, la Sécu aussi. Et puis finalement, on n'est pas bien sûr finalement que tout soit utile. Donc c'est là-dessus que je suis un petit peu critique. L'autre point sur lequel je suis critique, c'est que, comme je l'ai dit tout à fait au début, quand on dit GLP-1 avant l'insuline, regardez quand même, je suis en train d'essayer de voir si j'ai gardé l'animation, donc là oui, enfin bon, la partie rose qui est au milieu, le carré rose, il y a marqué quoi? C'est eux, c'est pas moi qui ai écrit ça. Considérez l'insuline en premier lorsque l'hémoglobine glyquée est supérieure à 11%. 11%. Deuxièmement, s'il y a des signes ou des preuves évidentes qu'on est dans une situation de catabolisme, c'est-à-dire que le patient, il est vraiment dans une déchéance des cellules bêta, peut-être que fonctionnelle, mais en tous les cas, il perd du poids, il a des glycémies très élevées, il a une polyrue, une polydipsie. En gros, c'est vraiment... heureusement qu'on met de l'insuline à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Et si vous voulez, même imaginez même que c'est peut-être un type 1.
Je trouve que cette espèce de réduction de la place de l'insuline après les comprimés sans GLP-1, moi, me paraît trop restreinte. Je trouve que c'est trop restreint. Je pense que c'est une porte ouverte à mettre du GLP-1 à tout le monde, y compris à des patients qui sont limites et qui pourraient déjà peut-être bénéficier d'insuline bien titrée. Parce qu'en plus, les patients ne demandent que ça. La piqûre, oui, mais pas l'insuline, vous le savez. C'est pas pareil d'accepter le GLP-1 et d'accepter l'insuline. Alors, est-ce que le fait d'avoir du GLP-1 facilite le passage à l'insuline? C'est pas sûr du tout. Voilà, c'est fait, j'ai fini. Pas d'inquiétude. Alors, pour ce qui concerne les insulines, je ne vais pas m'étendre parce que ça, vous avez des débats, la basale, pas la basale, le NPH, la titration, etc. Personnellement, j'essaye d'avancer, mais c'est bloqué. Je vais laisser ces questions-là. Moi, j'ai un point de désaccord sur ce que je vous ai montré, avec ou sans maladie cardiovasculaire ou rénale. Je pense qu'il y a un risque d'excès d'indication. En particulier, je ne sais pas ce que veut dire, personnellement, ce qu'on appelle véritablement avoir une maladie rénale. Parce que dans l'étude d'Iclair, c'est quand même les patients qui avaient les meilleures filtrations glomérulaires qui ont eu le meilleure protection rénale. Alors s'ils ont des très bonnes, il y a des DFG au-dessus de 90 millilitres minute, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie rénale? Sûrement pas. Donc ce serait à ceux qui n'ont pas une maladie rénale, mais qu'on pense qu'ils ont une maladie rénale, qu'il faudra en donner. Si vous avez un avis là-dessus, moi je n'ai pas réussi à me faire, comme on dit, une religion là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal d'insuffisance cardiaque méconnue, et que là par contre il faudrait creuser la question. Et enfin, athérome démontré, il y a beaucoup de gens qui disent, mais si je fais une écho, et que je trouve une épaisseur intima média, que je trouve une plaque, etc., est-ce qu'il faut que je mette un GLP-1? Je pense que c'est... Moi, je pense qu'il va falloir un peu se calmer sur ce sujet-là. Je trouve que les Américains, ils vont un peu fort, surtout à $800 par mois. Je trouve que ça fait beaucoup. Je me demande quelles sont les influences de l'industrie derrière. Le point de désaccord que j'ai avec ce petit truc de la SFD, c'est pour finir, c'est le fait que la SFD dit clairement, j'essaye d'enlever ça, voilà, la SFD dit une chose qui est quand même... Pas d'autosurveillance glycémique, pas indispensable quand on est sous metformine, pas indispensable sous inhibiteur alpha-glucosidase, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, sous DPP4 et sous GLP1, pas indispensable, et analogue lent de l'insuline, oui, bien sûr. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'autosurveillance glycémique est le meilleur élément de motivation sans en faire des tonnes. Et en particulier, je suis un grand défenseur de l'autosurveillance lors de l'effort physique pour voir en quoi ça nous fait du bien de faire baisser ses glycémies parce qu'on marche. Et je trouve qu'attendre qu'on soit à l'insuline pour commencer l'autosurveillance, à mon avis, c'est une bonne façon de plus de ne pas favoriser les mesures hygiéno-diététiques qui sont en général escamotées dans toutes les recommandations. On dit oui, bien sûr, et j'ai écrit un édito il y a quelques jours qui est apparu là, pendant la SFD, dans mon fameux journal, dans lequel je disais, ça me rappelle, en France, vous savez, dès que vous faites de la publicité pour le whisky, pour l'alcool, etc., mais buvez avec modération. Personne n'écoute, buvez avec modération, tout le monde a écouté la pub. Je trouve que les mesures hygiéno-diététiques, ça ressemble un peu à ça parfois. Le dernier point de désaccord, c'est que je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on devrait distinguer les bons et les mauvais répondeurs. Parce que, clairement, la seule classe thérapeutique pour laquelle tout le monde est répondeur, c'est les SGLT2. Quel que soit votre... Sauf si vous avez les reins qui sont complètement nazes, comme on dit vulgairement, mais sinon, c'est la seule classe qui est véritablement... Tout le monde est répondeur. Les GLP1, c'est pas vrai. Et j'ai des études fort intéressantes grâce à des données d'un monsieur qui s'appelle le professeur Attersley à Exeter, qui travaille sur des grandes cohortes de patients et qui montre, par exemple, que les femmes répondent remarquablement au thiazolidinedione, au glitazone, pas les hommes. Et que, par exemple, les hommes répondent beaucoup mieux au sulfamide hypoglycémiant que les femmes, par exemple. Et je rappelle que tout le monde ne répond pas, loin s'en faut, au GLP1. Et je trouve que ce qui manque, c'est la notion de répondeur, mauvais répondeur, bon répondeur. Et c'est pour ça que c'est très important de réévaluer une stratégie au maximum au bout de 6 mois. Et je rappelais le terme anglais que moi j'adore, le NICE, qui dit « stopping rule », les règles où on arrête. Ça suffit, voilà. Par exemple, les GLP1, ça fait 5 ou 7 ans qu'ils le répètent. Si vous ne baissez pas l'hémoglobine glyquée d'1%, si vous ne baissez pas le poids de 3% du poids corporel de départ, c'est que ça ne marche pas. Il faut passer à autre chose, et moins cher si possible. Voilà. Moi, je suis quand même très insistant là-dessus. Je trouve qu'ils n'ont pas assez insisté sur la notion de réponse, et j'aime bien cette attitude des Anglais.
Bon, ils n'ont pas des attitudes très cohérentes en ce moment pour certaines choses, mais en tous les cas, pour ce qui concerne les stopping rules, je suis assez d'accord avec vous. Merci.